Depuis un certain temps, les troupes russes préoccupaient la petite localité rurale d'Ivanivka, située dans la région de Dnipropetrovsk, en Ukraine. Contrôler cette localité était important car elle pouvait servir de tête de pont pour de futures attaques. En plus d'offrir un autre petit bout de territoire que Vladimir Poutine pourrait utiliser comme levier lors des négociations de paix, l'Ukraine avait d'autres idées. La Russie ne garderait pas Ivanivka. L'Ukraine a lancé une contre-attaque audacieuse piégeant les soldats russes dans une zone de tir qu'ils avaient en partie créée eux-mêmes. Poutine ne pouvait rien faire contre l'assaut de l'Ukraine, puisque le pays a repris ce qui lui appartient. Tout commence avec la tentative de tête de pont. Après observation à Ivanivka, l'Ukraine a constaté que la Russie utilisait cette localité et d'autres pour établir une tête de pont au-delà de la rivière Vovcha. Tête de pont est un terme qui désigne toute position solide qu'une armée ennemie a prise sur le territoire adverse. Une position tellement forte, car c'est un emplacement idéal pour de futures attaques. Ivanivka allait ainsi servir de rampe de lancement à la Russie pour de futures attaques plus en profondeur dans le Dnipropetrovsk. Toute tentative russe de créer une tête de pont est une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine, qui veut limiter au maximum le terrain à son ennemi. Sans tête de pont, la Russie ne peut amasser troupes et équipements, donc l'instabilité est essentielle pour l'Ukraine. Un plan a donc été élaboré. L'Ukraine mènerait une contre-attaque audacieuse contre le village clé des plans russes pour Dnipropetrovsk. Cette attaque ne piégerait pas seulement les soldats russes à Ivanivka, mais repousserait également l'ennemi, à tel point que l'Ukraine pourrait mettre en danger le flanc russe vers Dnipropetrovsk, l'exposant peut-être à de futures contre-attaques. Plus précisément, l'objectif de l'Ukraine était simple. En reprenant Ivanivka, l'Ukraine pouvait neutraliser les troupes russes dans cette localité, avant qu'elles n'aient la possibilité de s'enterrer, et de déborder les forces ukrainiennes en défense, non loin de là, à Novopavlivka. Selon Euromaidan Press, reprendre Ivanivka permettrait d'éliminer l'ennemi de la rivière et de sécuriser la zone. Ces positions servent aussi à exercer une pression sur le flanc et à isoler d'autres unités russes, réduisant leur capacité offensive. Cependant, ce qui est simple en théorie l'est rarement en pratique. La reprise d'Ivanivka serait difficile, l'Ukraine devant agir intelligemment, s'enfoncer tête baissée. Une reprise éclatante aurait pu être glorieuse, mais elle aurait aussi entraîné une usure. Cela compliquerait l'isolement ultérieur des unités russes. Selon Euromaidan Press, l'Ukraine devait avancer prudemment et utiliser ses soldats et son matériel pour piéger les forces russes à Ivanivka. L'effet de surprise était crucial pour réussir, et l'Ukraine a su créer ce facteur qui a mené à la chute des occupants russes d'Ivanivka. Le plan misait sur une forte utilisation des chars ukrainiens, plus efficaces dans la contre-offensive que les drones habituellement employés en défense par l'Ukraine. Nous expliquerons pourquoi dans un instant. Les chars avaient été pour mission d'encercler Ivanivka et de bombarder la ville. Les forces russes, immobilisées, ne pouvaient percer le blindage ukrainien, facilitant ainsi de futures offensives ukrainiennes pour reprendre le territoire. Cela ne veut pas dire pour autant que les drones vue subjective ou drones à vue subjective de l'Ukraine n'auraient aucun rôle à jouer dans l'opération. Cependant, ces drones joueraient un rôle de soutien, car l'Ukraine prévoyait de les déployer aux côtés de son infanterie pour mener une fouille systématique à travers Ivanivka. Après avoir accablé et désorganisé les troupes russes, les chars causeraient la plupart des dégâts, puis les drones vue subjective et soldats nettoieraient. Si tout se déroulait comme prévu, l'Ukraine reprendrait un village que la Russie voulait utiliser pour attaquer le Dnipropetrovsk. C'est peut-être le moment où vous vous attendez à ce que nous disions que l'opération ne s'est pas déroulée comme prévu, mais elle s'est déroulée parfaitement. Cela s'explique en grande partie par la localisation d'Ivanivka, idéale pour des contre-attaques contre des forces non préparées. La rivière Vovcha, déjà évoquée, isole la localité du principal groupe de troupes russes, à Dnipropetrovsk, posant ainsi des défis logistiques immédiats. Une rivière doit être franchie pour que ravitaillement et renforts arrivent à Ivanivka. Pour l'Ukraine, défendre la rive d'Ivanivka est un grand avantage. Mais pour la Russie, qui tente de traverser cette rivière, pour créer la tête de pont que nous avons mentionnée, Ivanivka est un petit point d'appui qui doit être agrandi avant de devenir réellement utile. Pour compliquer les défis défensifs de la Russie, un brouillard dense est descendu sur la localité, rapporte Euromaidan Press. C'est ici que notre mention de l'utilisation par l'Ukraine de chars comme arme principale, plutôt que de drones vue subjective entre en jeu. Le brouillard est l'une des rares choses capables d'empêcher aussi bien la Russie que l'Ukraine d'utiliser leurs drones aussi efficacement qu'ils le feraient autrement. Et la Russie le sait très bien. Le brouillard ayant déjà freiné les progrès du pays, il a de nouveau causé de graves problèmes à la Russie en février 2024.
Selon UKR Inform, la Russie avait dû diviser par 10 l'usage de ses drones vus subjectifs dans le secteur de Kherson, en Ukraine. Comme le brouillard obscurcit littéralement les caméras des drones sur lesquels les opérateurs comptent pour guider leurs véhicules aériens, sans pilote, vers leurs cibles sans visibilité. Un drone devient pratiquement inutile, surtout lorsqu'il s'agit d'utiliser des drones pour créer une défense coordonnée contre une attaque imminente. L'Ukraine l'a compris et a profité de la situation près de 2 ans après l'incident de Kherson. Mais l'Ukraine ne pouvait pas attaquer Ivanivka en supposant que les drones vus subjectifs russes n'étaient pas une menace. Le brouillard réduit considérablement l'efficacité de ces drones, mais il représente tout de même un danger. David Axe a souligné ce point dans un article de sa chronique Trench Art en décembre, citant un volontaire slovaque combattant pour l'Ukraine, Jakub Jachai. Ce soldat a exprimé son enthousiasme à travailler avec une technologie de drone avancée en Ukraine, pour finir désillusionné après son engagement. Dans un article pour War on the Rocks, Jachai a déclaré « Peu de drones vus subjectives ont la vision nocturne. Ceux équipés sont rares et coûtent le double du modèle de base. En Ukraine l'hiver, la nuit dure 14 heures, vent, pluie, neige, brouillard. Tout cela signifie qu'un drone ne peut pas voler. Mais dire qu'il ne peut pas voler est un léger excès, explique Axe dans sa chronique. L'esprit de ce commentaire demeure valable en 2025, malgré les progrès de la technologie des drones, vues subjectives. Ces armes reposent sur leurs caméras et leur capacité à fournir des images en temps réel du champ de bataille. Cela permet aux opérateurs d'utiliser efficacement les drones. Des contre-mesures existent contre le brouillard. Les robots de pod terrestres peuvent guider les drones vues subjectives qui voleraient, sinon à l'aveugle, rapporte Axe. L'écoute radio peut également permettre aux opérateurs de déterminer la position d'une cible, ce qui peut éliminer le besoin d'une visibilité totale. Mais même ainsi, ces mesures ne permettent à un drone vue subjective de s'approcher qu'à 15 mètres d'une cible, selon Axe. C'est assez proche pour distinguer la forme d'un véhicule dans le brouillard, mais peut-être pas assez pour identifier un soldat qui a réussi à se mettre à couvert. En défense, l'Ukraine a autant rencontré le problème du brouillard que la Russie. Le 12 novembre, la British Broadcasting Corporation a annoncé que des infiltrés russes avaient pénétré dans Pokrovsk assiégé grâce au brouillard. Quand le mur de drones vus subjectifs de l'Ukraine autour de la ville a échoué avec la dissipation du brouillard, ces drones sont devenus plus efficaces, traquant et détruisant les infiltrés russes. Cependant, le constat est devenu plus évident à mesure que la guerre en Ukraine progressait. Le brouillard pose des problèmes aux drones vus subjectives. Il offre aussi des opportunités à ceux voulant lancer des assauts terrestres contre la position ennemie. Tout cela nous ramène à Ivanivka et à la planification de l'Ukraine. L'Ukraine a réalisé que les drones vus subjectives n'étaient pas adaptés à l'offensive, les reléguant donc à un rôle de soutien. La Russie, en revanche, comptait fortement sur ce type de drone pour défendre Ivanivka, alors que le brouillard s'installait et que la Russie n'avait aucun accès au sol, robots et communications radio. Nous l'avons mentionné plus tôt, l'Ukraine était dans une position où elle pouvait déployer ses chars avec un danger minimal. Les drones de patrouille russes ne pourraient pas les repérer à moins d'être à moins de 15 mètres. Il y avait d'autres avantages que l'Ukraine prévoyait d'utiliser lors de l'assaut sur Ivanivka. La localité se distingue par des collines au nord dominant le village. La Russie, n'ayant fait passer que quelques soldats sur la Vovcha à Ivanivka, ne contrôlait pas encore ces collines. L'Ukraine les contrôlait encore, ce qui lui procurait 2 avantages majeurs. Premièrement, l'Ukraine pouvait observer Ivanivka depuis les hauteurs, ce qui lui permettait de déterminer approximativement combien de soldats la Russie avait stationnés dans le village et quel équipement ces soldats possédaient. Une position plus élevée offre une meilleure couverture pour les drones vus subjectives utilisés par l'Ukraine lors des dernières phases de la contre-offensive d'Ivanivka. Un signal plus fort augmente la portée des drones. La présence des forces russes au pied des collines limitait aussi la zone d'action de leurs drones vus subjectives, dans leur capacité à percer le brouillard entourant la tête de pont qu'ils voulaient créer. Le dernier avantage ukrainien provenait aussi de la position d'Ivanivka. La rivière Vovcha sert essentiellement de barrière qui pourrait empêcher la Russie d'acheminer des ravitaillements à Ivanivka, en plus d'empêcher ceux déjà stationnés dans le village de s'échapper. Le problème de la Russie était qu'elle venait à peine de commencer à traverser la rivière Vovcha, comme le montrait sa tentative de faire d'Ivanivka une tête de pont. La logistique vers le village restait compliquée, car selon Euromiden Press, les positions russes ils sont trop faibles et proches de la ligne de front pour sécuriser le passage de blindés sur la rivière. Cela signifie que les Russes ne peuvent pas déployer ni amener facilement d'importantes forces, selon le média. Encore une fois, la Russie est très consciente de la difficulté que représente la traversée d'une rivière. En juillet,
Vikram Mittal de Forbes a souligné que l'offensive d'été russe en Ukraine était freinée par l'incapacité de la Russie à sécuriser un passage sûr. La Russie a tenté de créer des têtes de pont sur plusieurs rivières, dont le Dnipro à Kherson. La plupart du temps, ces têtes de pont, comme à Ivanivka, étaient petites, mal ravitaillées, et vulnérables aux contre-attaques ukrainiennes qui repoussaient les Russes au-delà du fleuve. L'Ukraine en a profité à Kherson en repoussant les forces russes de l'autre côté du Dnipro en novembre 2022. La Russie a échoué dans la plupart de ses tentatives de traversée, limitant ainsi l'offensive estivale. Le problème était aussi à Ivanivka. Parmi tous les avantages de l'Ukraine, la situation de la rivière Vovcha serait le principal atout. La dernière pièce du puzzle permettrait à l'Ukraine de piéger et d'éliminer les troupes russes à Ivanivka. La presse d'Euromaïdan rapporte que les groupes d'assaut russes dans le village étaient déjà surexposés. Faute du soutien nécessaire, ils n'ont pas pu avancer. Ils devaient attendre à Ivanivka, en espérant que la Russie enverrait plus de soldats et d'équipements, malgré l'absence de passage sécurisé. Cet espoir était vain. L'Ukraine a fait payer à la Russie son manque de savoir-faire logistique. Après la planification, il ne restait qu'à exécuter. Les forces ukrainiennes ont attendu que le brouillard s'épaississe sur Ivanivka, profitant de la menace des drones vus subjectifs russes. Aussi bas que possible, les chars ukrainiens sont entrés en action. Plus précisément, l'Ukraine a déployé des chars Léopard 1 à 5, qui se sont déplacés vers des positions dissimulées, avant d'ouvrir le feu sur les rassemblements de troupes russes. Le Léopard 1 à 5, version améliorée du char allemand. Léopard 1A1A1 est l'un des chars occidentaux majeurs de l'arsenal ukrainien. Plus de 100 chars ont été promis ou livrés à l'Ukraine depuis l'invasion de Vladimir Poutine, principalement par l'Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas. Le Léopard 1A5 possède une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm et un canon rayé Royal Ordnance L7A3 de 105 mm. Selon Army Recognition, ce canon peut tirer toutes les munitions standards de 105 mm fabriquées par les pays de l'OTAN, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. C'était l'arme principale de l'Ukraine lors de la contre-attaque sur Ivanivka, explique Euromaidan Press. Les chars Léopard camouflés envoyés par l'Ukraine ont attaqué les positions russes avec leurs obus de 105 mm, tuant de nombreux soldats et en faisant fuir d'autres. Semer le chaos, c'était l'objectif. Lors de la première étape, au moins 2 soldats russes ont été tués et plusieurs autres blessés lors de l'attaque initiale. Après avoir semé le chaos, l'Ukraine a profité de la dispersion de l'infanterie russe pour déployer ses drones vus subjectives à Ivanivka. Grâce aux signaux renforcés des collines au nord du village, ces drones ont commencé à traquer les soldats russes dans la zone rurale. La stratégie de recherche et destruction était déjà en cours. Le brouillard dense signifiait que les drones vus subjectifs ukrainiens n'étaient pas aussi efficaces qu'ils l'auraient été autrement pour éliminer les troupes russes. L'Ukraine savait cela en lançant sa contre-offensive et possédait encore un atout. Après que les chars ont joué leur rôle et que les drones patrouillaient toujours les routes d'Ivanivka, l'Ukraine a lancé ses marines. Elle a déployé des Marines de la 37e brigade à Ivanivka pour avancer dans la localité. Avec l'appui de drones, les Marines ont nettoyé les abris russes à l'explosif et aux armes légères. Les drones sont désormais plus efficaces grâce à l'orientation des Marines. Au sol, ils ont largué des grenades sur les positions russes pour semer plus de chaos. Il ne fallut pas longtemps avant que les forces russes ne capitulent. À la fin de la contre-offensive planifiée, Ivanivka repasse sous contrôle ukrainien et la tête de pont russe est anéantie. Les statistiques de l'assaut racontent toute l'histoire. Dans un rapport du 30 novembre, Euromaidan Press indique que l'Ukraine a tué 53 soldats russes et capturé 19 autres à Ivanivka. La même source indique que ces soldats appartenaient à la 90e division de chars russes, confirmant que la Russie voulait faire d'Ivanivka une tête de pont. Le plan semblait consister à faire traverser la rivière Vovcha aux chars pour entrer dans la localité, d'où il pourrait être utilisé pour mener d'autres assauts. En Dnipropetrovsk, l'Ukraine a pris des mesures pour éviter que cela ne se reproduise, offrant un répit à ses défenseurs avant le prochain assaut russe inévitable. À la fin de la contre-attaque, les soldats ukrainiens avaient avancé de 15 km, soit environ 0,93 miles, sur une zone large de 5 km, ou 3,1 miles. Non seulement cela, mais la reprise d'Ivanivka rend encore plus difficile pour la Russie de créer la tête de pont qu'elle pensait être sur le point de créer. Comme le dit Euromaidan Press, lorsque le haut commandement russe décidera de lancer une nouvelle attaque dans ce secteur, il se heurtera à un obstacle encore plus grand, car il devra désormais traverser à nouveau la rivière. Face à une défense ukrainienne renforcée et en alerte maximale, l'Ukraine a bien saisi les intentions de la Russie.
Elle va renforcer Ivanivka, forçant la Russie à tenter de reprendre le village avant de pouvoir établir sa tête de pont. Même si la Russie réussit, l'Ukraine lancera une nouvelle contre-offensive pour reprendre le village. Mais l'Ukraine a fait plus que renforcer ses défenses à Dnipropetrovsk avec cette contre-offensive audacieuse. Elle a également créé des opportunités pour ses soldats de passer à l'attaque, les forces russes ayant été repoussées de l'autre côté du fleuve. L'opportunité existe désormais pour l'Ukraine de prendre à revers les Russes arrivant près de Novopavlivka. Les forces ukrainiennes peuvent se concentrer dans cette direction parce qu'Ivanivka a été neutralisée en tant que menace. Le village sert maintenant de tête de pont à l'Ukraine, permettant d'envoyer des soldats vers l'est contre les Russes ayant traversé la Vovcha. Ailleurs, l'Ukraine pourrait regagner plus de territoire dans le Dnipropetrovsk si le brouillard favorisant la contre-offensive d'Ivanivka se maintient. Les troupes qui défendent Novopavlivka peuvent désormais engager de front les forces russes près de cette localité, car elles savent que les forces ukrainiennes d'Ivanivka peuvent arriver pour attaquer ces mêmes troupes russes. Un piège a été tendu sur les flancs pour capturer Ivanivka. Un piège plus vaste attend les troupes russes, qui pensaient que la localité leur fournirait des blindés pour soutenir d'autres offensives. L'inconvénient pour l'Ukraine dans cette contre-offensive est que la Russie a progressé ailleurs, le jour de la libération d'Ivanivka. L'organisation Deep State l'a confirmé avec une carte actualisée, montrant que les forces ukrainiennes ont repris Ivanivka. L'ennemi a progressé près de Mirnarad. Cependant, l'Ukraine sera satisfaite d'avoir libéré une localité, et d'avoir montré à Poutine que chaque avancée de ses forces peut être inversée, avec la bonne stratégie, et en profitant de l'incapacité apparente de la Russie à approvisionner ses soldats en progression. En parlant de Mirnarad, l'Ukraine rend la vie infernale aux soldats russes, en attaquant également cette ville. Deep State n'a pas précisé que l'avancée russe dans cette région a coûté très cher à la Russie. À cause d'un piège ukrainien, les Russes croyèrent y gagner jusqu'à ce que F-16 Marines et drones ukrainiens déchaînent l'enfer à Mirnarad. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre les dernières opérations de l'armée ukrainienne. Et merci de nous avoir regardés.